Le français aujourd'hui domine l'espace public. C'est désormais la seule langue officielle, c'est aussi la principale langue de scolarisation, c'est aussi la langue la plus entendue, la plus écoutée, la plus diffusée dans les médias. Ensuite vient le tahitien qui domine à son tour les autres langues polynésiennes. On a donc une sorte de hiérarchie des langues avec en haut la pyramide, le français, puis le tahitien, puis les autres langues polynésiennes. Les Polynésiens restent très attachés à leur langue et elles conservent une forte valeur identitaire dans la société contemporaine. Les enfants grandissent dans des environnements plurilingues. Ils entendent autour d'eux, que ce soit dans leur famille ou dans la société, plusieurs langues. Alors le français, et d'autres langues en général. Et chez eux, souvent, ils entendent une, deux, voire trois langues polynésiennes parlées soit par leurs parents, soit parfois par leurs grands-parents. Alors le français, souvent dans une variété locale, qui n'est pas exactement le français normé de l'école. Les enfants, souvent, développent une certaine compétence en compréhension dans plusieurs langues, mais souvent en production, ils sont davantage à l'aise en français, dans une variété locale du français qui n'est pas forcément celle de l'école. Et là aussi, il y a des ajustements à faire à l'école entre le français entendu à la maison, pratiqué à la maison, et le français normé qui est celui de l'école. Donc les enfants n'ont pas le même bagage linguistique lorsqu'ils arrivent à l'école. Certains ont entendu du français, alors du français soit dans une variété locale, soit dans une variété plus proche de la forme normée de l'école. D'autres ont baigné dans un environnement plus divers avec à la fois des langues polynésiennes et du français local ou du français standard. Donc ces profils sont différents au niveau de l'oral déjà. Par ailleurs, certains enfants ont eu la chance de grandir dans un environnement où ils sont exposés à l'écrit, parfois uniquement en français, parfois uniquement en tahitien, parfois dans deux langues. Et là aussi, on a des profils qui peuvent être très différents selon les élèves. Et donc, l'enseignant doit être en mesure aussi, doit d'abord être conscient de cette diversité. Il doit y être attentif et pour essayer de déterminer dans sa classe quel est le bagage, quel est le déjà-là linguistique de ses élèves pour pouvoir s'y adapter. Et une fois qu'il a identifié un peu ses profils, être capable d'aménager la circulation de la parole pour solliciter davantage les petits parleurs, pour valoriser les connaissances langagières des élèves qui savent des choses parfois dans d'autres langues que le français de l'école. Et dans ce cas-là, c'est important de valoriser ces élèves dans leur langue et de partager ces connaissances. Et donc toutes ces stratégies, toutes ces démarches visent de manière générale à favoriser le développement du langage chez les élèves. La faculté de langage et les langues qui en sont le produit répondent avant tout à un besoin de communication. À l'oral, ce processus de mise en place des compétences langagières se réalise pour l'enfant de manière complètement subconsciente, c'est-à-dire en dessous de son niveau de conscience et de manière implicite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à lui expliquer des règles de grammaire pour qu'il puisse produire des énoncés à son tour. C'est son cerveau qui travaille tout seul et qui, au travers donc de ses interactions avec son environnement, va induire progressivement, de manière subconsciente, un certain nombre de règles grammaticales sur le fonctionnement de la langue. Se met en place ce processus à la condition, encore une fois, que l'enfant soit exposé régulièrement à la langue. On est dans une perspective qui est communicationnelle ou actionnelle, c'est-à-dire que l'enfant parle pour dire ce qu'il a envie de dire ou pour agir sur le monde. En complément de cet objectif communicationnel et actionnel, il est utile de donner l'occasion aux élèves de réfléchir aussi sur la manière dont la langue organise ses formes pour produire du sens. Quand je parle de forme, je parle des sons de la langue, ce qu'on appelle les phonèmes, la manière dont ces sons distinctifs sont transcrits lorsque l'on passe à l'écrit. C'est aussi la forme des mots, la manière dont ils se transforment en raison des phénomènes d'accord. C'est aussi la place des mots dans la phrase. Donc tous ces paramètres qui relèvent donc de la forme, de l'organisation des formes de la langue, on parle aussi des signifiants, tous ces paramètres donc sont organisés différemment de langue à langue. Et offrir
aux élèves la capacité de prendre du recul par rapport à la dimension communicationnelle, pour se concentrer sur la réflexion sur l'organisation des formes de la langue, ça s'appelle la compétence métalinguistique, indispensable pour entrer dans l'écrit. C'est d'autant plus vrai en français, où l'élève va devoir apprendre à gérer des correspondances multiples entre les sons de la langue française et la manière dont ils sont codés à l'écrit. Si je prends l'exemple de la lettre C, par exemple, elle va se prononcer se dans face et que dans case. Donc cette correspondance multiple ne va pas de soi et l'enfant va devoir réfléchir sur l'association du son et de la lettre, ou des lettres qui correspondent. Ça concerne également la morphologie, les mots en français, les verbes se conjuguent, les noms ou les adjectifs prennent des marques du genre ou du nombre. Et donc l'enfant va devoir apprendre à encoder à l'écrit des choses qu'il n'entend pas à l'oral. Le S du pluriel, par exemple, dans les poules, ne s'entend pas. Et donc toutes ces formes qui sont encodées à l'écrit et qui ne s'entendent pas à l'oral, l'élève ne peut pas en avoir conscience naturellement. Cette conscience, elle émerge à travers une démarche réflexive sur le fonctionnement de la langue à l'écrit. Autant à l'oral, on peut apprendre à parler une langue sans comprendre véritablement son fonctionnement, autant pour l'entrée dans l'écrit, il va falloir développer à un certain niveau la compréhension de certains phénomènes et de manière explicite. Il va falloir expliquer comment la langue écrite s'organise, comment s'organisent les rapports entre les formes de l'écrit et les formes de l'oral. La coprésence dans l'espace de la classe de plusieurs langues, donc ici le tahitien et le français, offre l'occasion aux élèves, aidés de leurs enseignants, de comparer les langues, de regarder ce qui s'organise de la même manière ou ce qui s'organise différemment. Or, les travaux en psycholinguistique montrent que ce jeu de la comparaison dans un environnement bilingue favorise l'émergence des compétences métalinguistiques. Lesquelles compétences métalinguistiques, on l'a vu, présentent un intérêt pour l'entrée dans l'écrit. On voit comment ici, le tahitien aussi participe d'une certaine manière à l'entrée dans l'écrit aussi en français, puisque via le jeu de la comparaison, on développe des compétences métalinguistiques plus élevées souvent chez les bilingues que chez les enfants monolingues, et donc on favorise l'entrée dans l'écrit dans toutes les langues, y compris en français. Par ailleurs, toutes les langues sont le produit de la faculté de langage, et à ce titre-là, elles partagent ce qu'on appelle des propriétés invariantes, ou bien des compétences, des éléments constitutifs qui sont à la fois transversaux, c'est-à-dire partagés entre elles, et transversales, c'est-à-dire qu'une fois qu'un enfant a mis en place certaines compétences dans une langue particulière, certaines de ces compétences peuvent immédiatement être mobilisées dans une autre langue. Par exemple, si j'apprends à associer la lettre P au son P, et si je le fais en tahitien, cette association est exactement la même en français. Donc un élève qui a appris cette correspondance en tahitien n'a pas à la réapprendre en français, et réciproquement, s'il a commencé par l'apprendre en français, il ne va pas la réapprendre en tahitien, il la connaît déjà. C'est dans cette perspective qu'il faut envisager la coprésence des langues. Elles sont apprises à la fois pour communiquer, elles sont apprises pour être comparées, et ce jeu de la comparaison débouche donc sur ce qu'on appelle du bilinguisme additif, c'est-à-dire que les élèves à la fois pratiquent deux langues, mais le fait d'avoir manipulé deux langues développe chez eux des compétences qui sont propres aux enfants bilingues que on ne va pas retrouver forcément chez les enfants monolingues. Le développement langagier de l'élève dépend de la qualité et de la quantité des interactions verbales qu'il a avec son environnement social. Et en ce sens, il importe d'impliquer les familles. En effet, si les adultes de l'environnement familial parlent avec l'enfant régulièrement, à de multiples occasions, eh bien, cela contribue grandement à l'essor de cette faculté de langage. Et dans l'environnement plurilingue qui est celui de la Polynésie française, les familles ont besoin d'être conseillées. Alors,
conseiller à la fois sur cet enjeu du langage, en particulier à l'oral, mais ça peut aussi concerner l'écrit, mais aussi la manière de gérer les langues, le plurilinguisme. Les familles ne savent pas forcément que faire de leur capital linguistique et souvent elles vont privilégier exclusivement le français. Or, il importe de leur expliquer qu'un enfant peut parfaitement se développer harmonieusement dans 2 ou plusieurs langues à la fois, à certaines conditions. En particulier, il ne faut pas que les adultes mélangent les langues devant eux. Et si ces conditions sont remplies, eh bien, le bilinguisme a produit des effets de plus-value. Et c'est en ce sens que les familles et l'école, conjointement, ensemble, peuvent contribuer à la réussite scolaire des élèves.